Chaque année, des milliers de logements disparaissent déjà du marché en France. Et ce n'est que le début. À partir des nouvelles règles appliquées en 2026, beaucoup de propriétaires risquent de ne plus pouvoir louer, garder ou même rentabiliser leurs biens comme avant. La question est simple et inquiétante. La France est-elle en train de créer une crise du logement encore plus grave au nom de nouvelles obligations? Imaginez un instant. Vous avez travaillé toute votre vie pour acheter un appartement, peut-être un petit bien à Paris, à Marseille ou à Lyon. Vous pensiez avoir construit une sécurité pour votre retraite, pour vos enfants, pour votre avenir. Mais du jour au lendemain, de nouvelles règles arrivent, les travaux deviennent trop chers, les contraintes se multiplient et votre logement peut soudain devenir un poids au lieu d'être une protection. Le plus choquant, c'est que beaucoup de Français ne comprennent pas encore à quel point ces changements peuvent bouleverser leur vie. Derrière des mots administratifs et des décisions présentées comme nécessaires, il y a une réalité bien plus brutale. Des propriétaires poussés à vendre, des locataires qui peinent à se loger et des familles qui voient leur stabilité menacée. Alors, que dit vraiment la loi? Qui va perdre le plus? Et surtout, pourquoi des millions de Français pourraient-ils se retrouver piégés? Dans cette vidéo, on va tout décortiquer point par point. Numéro 1. Interdiction de louer les logements classés G. La première mesure qui choque énormément de propriétaires en France, c'est l'interdiction progressive de louer les logements classés G au diagnostic de performance énergétique. En apparence, cette règle semble simple. Un logement trop mal isolé, trop gourmand en énergie, ne devrait plus être proposé à la location. Sur le papier, cela peut paraître logique. Mais dans la réalité, cette décision provoque déjà une énorme vague d'inquiétude dans plusieurs villes comme Paris, Marseille, Lille ou encore Lyon. Pourquoi? Parce qu'un grand nombre de logements anciens entrent justement dans cette catégorie. Ce sont souvent de petits appartements, parfois achetés il y a longtemps par des familles modestes, des retraités ou des propriétaires qui comptaient sur ce revenu locatif pour compléter leur fin de mois. Aujourd'hui, ces personnes découvrent qu'elles ne peuvent plus louer librement tant que des travaux coûteux ne sont pas réalisés. Et c'est là que le vrai problème commence. Rénover un logement mal classé peut coûter très cher. Il faut parfois refaire l'isolation, changer les fenêtres, améliorer le chauffage, revoir la ventilation et dans certains cas, entreprendre des travaux beaucoup plus lourds. Pour beaucoup de propriétaires, la facture est tout simplement impossible à assumer. Résultat, certains retirent leurs biens du marché. D'autres essaient de vendre et d'autres encore se retrouvent totalement bloqués. Le plus inquiétant, c'est que cette mesure ne touche pas seulement les propriétaires, elle touche aussi les locataires. Moins de logements disponibles, cela veut dire plus de difficultés pour se loger, plus de concurrence et parfois des loyers plus tendus dans certaines zones déjà sous pression. Dites-moi en commentaire, selon vous, cette mesure protège-t-elle vraiment les habitants ou met-elle trop de Français en difficulté? Et si vous voulez comprendre les autres lois qui transforment le logement en France, abonnez-vous maintenant parce que la suite est encore plus surprenante. Numéro 2. Gel des loyers pour les logements les plus énergivores. La deuxième mesure passe parfois un peu moins dans les débats, mais elle peut avoir des conséquences tout aussi lourdes. Le gel des loyers pour les logements considérés comme très mauvais sur le plan énergétique. Concrètement, lorsqu'un logement est classé parmi les plus énergivores, le propriétaire ne peut plus augmenter librement le loyer, même dans un contexte où les charges, les impôts, les travaux et le coût de l'entretien continuent de grimper. À première vue, cette règle peut sembler juste. Beaucoup de personnes se disent qu'il est normal de ne pas payer plus cher pour un logement mal isolé, difficile à chauffer en hiver et étouffant en été. Mais une fois encore, la réalité est beaucoup plus complexe. Dans des villes comme Paris, Bordeaux, Toulouse ou Lyon, de nombreux propriétaires possèdent des biens anciens qui demanderaient des travaux très coûteux pour sortir de cette situation. Or, sans possibilité d'augmenter le loyer, certains n'ont tout simplement plus les moyens de financer ces rénovations. C'est ce paradoxe qui rend cette loi si sensible. D'un côté, l'État veut pousser les propriétaires à améliorer la qualité des logements, de l'autre, il bloque une partie de leurs revenus, ce qui rend justement ces améliorations encore plus difficiles à financer. Pour les petits propriétaires, surtout ceux qui n'ont qu'un seul appartement en location, la pression devient énorme. Ils doivent faire face à des dépenses de plus en plus lourdes tout en voyant leur marge se réduire. Et les effets se font sentir bien au-delà du propriétaire lui-même. Quand louer devient moins rentable, certains choisissent de vendre leurs biens, d'autres préfèrent retirer le logement du marché. Le résultat est simple, moins d'offres disponibles pour les locataires, plus de tensions dans les villes déjà saturées et un marché du logement qui devient de plus en plus fragile.
Cette mesure ne se limite pas à une simple question de loyer, elle révèle un problème plus profond. En voulant corriger un déséquilibre, la loi risque aussi d'en créer un autre, encore plus difficile à contrôler. Numéro 3. Les nouvelles exigences énergétiques dans la définition d'un logement décent. La troisième mesure est moins spectaculaire en apparence, mais elle change profondément la relation entre propriétaires et locataires. Désormais, la performance énergétique d'un logement entre de plus en plus dans la manière dont on juge s'il est réellement décent ou non. Autrement dit, il ne suffit plus qu'un logement ait un toit, des murs solides, d'eau ou de l'électricité. Il doit aussi offrir des conditions minimales sur le plan énergétique. C'est un changement majeur parce qu'il transforme une question autrefois considérée comme technique en une question directement liée au droit au logement. Dans des villes comme Marseille, Lille, Paris ou Toulouse, cela concerne de très nombreux appartements anciens, parfois occupés depuis des années. Des logements qui étaient autrefois loués sans trop de contestation peuvent aujourd'hui se retrouver au centre de désaccords beaucoup plus sérieux. Pour les locataires, cette évolution peut sembler positive. Elle leur donne davantage de poids pour dénoncer un logement difficile à chauffer, humide, mal isolé ou devenu trop coûteux à vivre au quotidien. Beaucoup de familles ne souffrent pas seulement d'un loyer élevé, mais aussi de factures d'énergie écrasantes. Et lorsque le logement laisse entrer le froid en hiver ou garde la chaleur étouffante en été, cela devient une vraie souffrance quotidienne. Mais pour les propriétaires, surtout les plus modestes, la pression augmente encore. Car si un logement peut être contesté sur cette base, il faut souvent engager des travaux rapides, parfois lourds, parfois très chers. Et dans certains cas, le propriétaire n'a ni les économies, ni la capacité d'emprunt, ni la possibilité de lancer facilement ses rénovations. Cette mesure change donc le cœur du débat. On ne parle plus seulement d'écologie, ni seulement de rénovation. On parle désormais de savoir quels logements ont encore le droit d'exister sur le marché tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Et c'est précisément ce qui rend cette loi si puissante et si inquiétante pour une grande partie des Français. Numéro 4. Audit énergétique obligatoire avant la vente de nombreux logements anciens. La quatrième mesure concerne un moment très sensible pour beaucoup de propriétaires, la vente du logement. Aujourd'hui, pour certains biens anciens considérés comme peu performants sur le plan énergétique, il ne suffit plus de mettre le logement sur le marché et d'attendre un acheteur. Un audit énergétique devient obligatoire avant la vente. Et cette exigence peut changer complètement la manière dont un bien est perçu, négocié et vendu. Sur le principe, cette règle vise à mieux informer l'acheteur. L'idée est simple. Avant d'acheter, la personne doit savoir à quel point le logement consomme, quels travaux seront probablement nécessaires et combien cette remise à niveau pourrait coûter dans les années à venir. Dit comme cela, la mesure semble raisonnable, mais dans la réalité, elle peut devenir un véritable choc pour de nombreux vendeurs. Dans des villes comme Paris, Lyon, Bordeaux ou Lille, beaucoup de logements anciens risquent d'être directement pénalisés. Dès qu'un audit met en lumière une mauvaise situation énergétique, l'acheteur prend peur, négocie plus durement ou se retire complètement. Le propriétaire se retrouve alors dans une position délicate. Soit il accepte de vendre moins cher, soit il doit envisager des travaux coûteux avant la mise en vente, soit il garde un bien devenu difficile à valoriser. Ce qui rend cette situation encore plus dure, c'est que beaucoup de propriétaires ne vendent pas par confort, mais par nécessité. Certains veulent financer leur retraite, aider leurs enfants, régler une succession ou sortir d'une situation financière compliquée. Et au moment où ils espèrent récupérer la valeur de leur bien, ils découvrent que ce logement peut désormais être regardé comme un problème à corriger plutôt qu'un patrimoine à transmettre. Cette mesure ne modifie donc pas seulement les règles du marché, elle transforme aussi le rapport psychologique à la propriété. Un logement autrefois vu comme une sécurité peut soudain devenir une source de stress, d'incertitude et de pertes financières. Numéro 5. Diagnostic énergétique collectif obligatoire dans de nombreuses copropriétés. La cinquième mesure touche un domaine que beaucoup de Français connaissent bien, surtout dans les grandes villes, la copropriété. À partir des nouvelles obligations renforcées, de nombreux immeubles devront disposer d'un diagnostic énergétique collectif. Et pour beaucoup de petits propriétaires, cette règle peut sembler discrète au premier regard, alors qu'en réalité, elle risque de déclencher une chaîne de dépenses, de tensions et de décisions difficiles. Contrairement à un logement individuel, ici le problème ne concerne pas une seule personne, il concerne tout l'immeuble. Dans des villes comme Paris, Nice, Lyon ou Marseille, une grande partie des habitants vivent dans des bâtiments anciens, parfois charmants en apparence, mais beaucoup moins rassurants dès qu'on regarde leur consommation d'énergie. Lorsque le diagnostic collectif révèle des faiblesses importantes, cela ne met pas seulement en lumière un mauvais classement,
cela ouvre la porte à de futures obligations de travaux, à des débats sans fin entre copropriétaires et à une inquiétude grandissante sur le coût réel de la mise aux normes. Et c'est là que la situation devient particulièrement lourde. Dans une copropriété, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Certains propriétaires peuvent encore absorber des dépenses supplémentaires, d'autres, en revanche, sont déjà fragilisés par l'inflation, les charges, les impôts ou des revenus limités. Dès qu'un immeuble commence à être identifié comme énergétiquement faible, chaque réunion peut se transformer en affrontement entre ceux qui veulent agir vite et ceux qui ne savent tout simplement pas comment payer. Cette mesure peut donc avoir un effet bien plus profond qu'il n'y paraît. Elle risque de faire apparaître au grand jour des fragilités longtemps ignorées dans de nombreux immeubles français. Et quand un bâtiment entier entre dans cette zone de pression, ce ne sont plus seulement des murs ou des factures qui sont en jeu, mais l'équilibre financier de dizaines de familles à la fois. Numéro 6. Plan pluriannuel de travaux obligatoires dans les immeubles anciens. La 6e mesure pousse encore plus loin la logique de rénovation, et elle inquiète de nombreux propriétaires dans les grandes villes françaises. Désormais, dans beaucoup d'immeubles anciens, la copropriété doit préparer un plan pluriannuel de travaux. En clair, cela signifie qu'il ne s'agit plus seulement de réparer un problème lorsqu'il apparaît. Il faut désormais anticiper, prévoir, chiffrer et organiser à l'avance les travaux qui devront être réalisés sur plusieurs années. Sur le papier, cette idée semble responsable. Prévoir les réparations à l'avance peut éviter les mauvaises surprises, mieux protéger le bâtiment et empêcher qu'un immeuble se dégrade jusqu'à devenir un fardeau pour tous ses habitants. Mais dans la réalité, cette obligation fait naître une nouvelle angoisse, celle de découvrir noir sur blanc une liste de travaux coûteux que beaucoup de copropriétaires ne sont pas prêts à financer. Dans des villes comme Marseille, Paris, Lille ou Lyon, de nombreux immeubles ont été construits il y a longtemps. Certains ont du charme, une belle façade, une histoire. Mais derrière cette image, la réalité technique peut être beaucoup moins rassurante. Isolation insuffisante, toiture fatiguée, chauffage vieillissant, parties communes à rénover, ventilation défaillante. Quand tout cela apparaît dans un plan de travaux étalé sur plusieurs années, le montant total peut devenir vertigineux. Et ce document change tout, parce qu'il transforme un risque flou en menace concrète. Avant, beaucoup de propriétaires savaient qu'un jour il faudrait peut-être rénover. Maintenant, ils voient les dépenses arriver, noir sur blanc, avec une projection claire des obligations futures. Pour certains, c'est un signal d'alarme. Pour d'autres, c'est le moment où ils comprennent que garder leurs biens pourrait devenir beaucoup plus lourd que prévu. Cette mesure ne parle donc pas seulement d'entretien, elle impose une nouvelle manière de penser la propriété, non plus comme un simple bien à posséder, mais comme une responsabilité financière permanente, souvent bien plus lourde que ce que beaucoup avaient imaginé. Numéro 7. Fonds de travaux obligatoires dans les copropriétés. La 7e mesure paraît moins spectaculaire que les grandes interdictions ou les obligations de rénovation, mais elle peut toucher le portefeuille des propriétaires de manière très directe. Il s'agit du fonds de travaux obligatoires dans les copropriétés. En d'autres termes, les copropriétaires doivent mettre de l'argent de côté de façon régulière pour financer les futurs travaux de l'immeuble. Et même si cette idée semble prudente, elle devient pour beaucoup une nouvelle charge difficile à supporter. Dans des villes comme Paris, Lyon, Marseille ou Lille, de nombreux propriétaires vivent déjà sous pression. Entre les mensualités de crédit, les charges de copropriété, les impôts locaux, l'entretien courant et l'augmentation générale du coût de la vie, beaucoup ont le sentiment de payer toujours plus. Alors, quand une obligation supplémentaire vient s'ajouter, même présentée comme une mesure de prévoyance, elle peut être vécue comme une contrainte de trop. Le problème, c'est que ce fonds de travaux n'est pas une dépense ponctuelle que l'on peut repousser facilement. Il s'installe dans la durée. Il impose une contribution régulière, même lorsque les propriétaires n'ont pas encore vu le moindre chantier commencer. Pour certains, cela donne l'impression de payer aujourd'hui pour des travaux futurs, dont ils ne connaissent ni le coût réel, ni l'urgence exacte, ni la date précise. Et dans les copropriétés les plus fragiles, cette obligation peut créer des tensions très fortes. Certains copropriétaires veulent sécuriser l'avenir de l'immeuble. D'autres ont déjà du mal à régler les charges actuelles. À partir de là, chaque appel de fonds peut devenir une source de conflits, de retard de paiement et parfois même de blocage collectif. Cette mesure révèle une vérité de plus en plus brutale sur le logement en France. Posséder un bien ne signifie plus seulement avoir un toit ou un patrimoine. Cela signifie aussi devoir suivre un rythme financier constant, parfois lourd, parfois imprévu, et souvent difficile à tenir pour des ménages déjà fragilisés.
Numéro 8. Déclaration obligatoire des locations touristiques meublées. La 8e mesure vise directement un secteur qui a profondément transformé le marché du logement dans plusieurs villes françaises, la location touristique meublée. Désormais, les obligations de déclaration deviennent beaucoup plus strictes, et cette évolution peut avoir un impact considérable sur les propriétaires qui comptaient sur ce type de location pour arrondir leurs revenus ou rentabiliser un bien devenu trop coûteux à garder. Dans des villes comme Paris, Nice, Bordeaux ou Lyon, la location de courte durée a longtemps été vue comme une solution très avantageuse. Elle permettait à certains propriétaires de gagner davantage qu'avec une location classique, surtout dans les zones très demandées par les voyageurs. Avec les nouvelles règles, cette liberté se resserre. Il ne suffit plus simplement de mettre un logement en location pour quelques nuits. Il faut désormais respecter des formalités plus encadrées, déclarer le bien de manière plus rigoureuse et prouver dans certains cas que le logement correspond réellement aux conditions exigées par la loi. Ce changement peut sembler purement administratif, mais ses conséquences sont bien plus profondes. Pour beaucoup de propriétaires, cela signifie davantage de contrôle, davantage de risques en cas d'erreur et une impression croissante que chaque usage du logement est désormais surveillé de plus près. Ceux qui ne respectent pas parfaitement les obligations peuvent se retrouver face à des sanctions, à des restrictions ou à une impossibilité de continuer comme avant. Et derrière cette mesure, il y a une bataille plus large. Les pouvoirs publics veulent récupérer des logements pour l'habitation classique dans les villes où il devient de plus en plus difficile de se loger. Mais pour certains propriétaires, cette politique revient à refermer une porte qui leur permettait encore de rester à flot financièrement. Cette mesure ne concerne donc pas seulement les vacances ou les visiteurs de passage. Elle touche directement la manière dont de milliers de Français utilisent leurs biens, calculent leurs revenus et essaient de préserver leur équilibre économique dans un marché devenu de plus en plus dur. Numéro 9. Les maires peuvent durcir les limites sur les locations touristiques. La 9e mesure donne encore plus de pouvoir aux maires dans la bataille autour du logement. Désormais, certaines communes peuvent aller plus loin pour limiter la location touristique de courte durée, notamment en réduisant le nombre de jours pendant lesquels une résidence principale peut être louée. Cette décision peut changer profondément la situation dans plusieurs grandes villes françaises. Dans des villes comme Paris, Nice, Lyon ou Bordeaux, ce sujet est explosif. Depuis plusieurs années, de nombreux habitants dénoncent la disparition progressive des logements destinés à la vie quotidienne. Des appartements entiers ont quitté le marché de la location classique pour être transformés en location touristique plus rentable. Résultat, moins d'offres pour les habitants, plus de difficultés pour se loger et des centres-villes qui changent peu à peu de visage. Avec cette nouvelle marge de manœuvre, les maires peuvent décider de serrer davantage la vis. Pour les élus locaux, c'est une façon de tenter de rendre plus de logements aux résidents permanents. Mais pour les propriétaires qui comptaient sur cette activité, le choc peut être brutal. Un appartement qui rapportait suffisamment pour couvrir les taxes et les mensualités peut soudain devenir beaucoup moins intéressant. Certains devront revoir entièrement leur stratégie, d'autres risquent de perdre une partie importante de leurs revenus. Ce qui rend cette mesure particulièrement sensible, c'est qu'elle crée une grande incertitude. D'une ville à l'autre, les règles peuvent devenir plus strictes et les propriétaires ne savent plus toujours jusqu'où les autorités locales iront. Ce manque de visibilité fragilise encore davantage ceux qui avaient construit leur équilibre financier autour de ce type de location. Cette loi montre une chose très claire. En France, la question du logement ne se joue plus seulement au niveau national. Elle se décide aussi dans les mairies, au cœur des villes, là où la pression immobilière devient de plus en plus difficile à contenir. Numéro 10. Règles plus dures pour les locations de courte durée. La 10e mesure frappe un point particulièrement sensible pour de nombreux propriétaires. Les locations de courte durée deviennent non seulement plus surveillées, mais aussi beaucoup moins avantageuses sur le plan financier. Et pour beaucoup de Français, c'est là que le choc devient vraiment visible. Car lorsqu'un logement n'est plus facile à louer de manière classique, et qu'en même temps la location touristique devient elle aussi plus compliquée, le propriétaire se retrouve pris au piège. Dans des villes comme Paris, Nice, Bordeaux ou Marseille, beaucoup avaient choisi la location de courte durée comme solution de secours. Certains le faisaient pour faire face à des charges trop élevées, d'autres pour compenser le coût des travaux, des impôts ou la baisse de rentabilité des locations traditionnelles. Pendant un temps, cela permettait encore de garder le bien sans trop perdre d'argent. Mais avec les nouvelles règles, cette marge de respiration se réduit fortement.
La pression ne vient pas seulement des déclarations obligatoires ou des limitations imposées par les communes. Elle vient aussi d'un cadre fiscal moins favorable, de contrôles plus stricts et d'un environnement juridique devenu beaucoup plus risqué. En clair, le propriétaire doit affronter plus d'obligations, plus de surveillance et parfois moins de gains. Ce qui était autrefois vu comme une opportunité peut désormais ressembler à un chemin semé d'obstacles. Cette évolution est lourde de conséquences, car elle retire aux propriétaires une porte de sortie qu'ils utilisaient souvent lorsque la location classique devenait trop contraignante. Désormais, entre les travaux énergétiques, les règles de location, les charges de copropriété et la pression fiscale, beaucoup ont le sentiment que toutes les options se referment en même temps. Et c'est peut-être cela, le vrai cœur du problème. Ces nouvelles règles ne frappent pas une seule manière d'habiter ou de louer. Elles resserrent tout le système à la fois, jusqu'à donner à de nombreux propriétaires l'impression qu'ils perdent peu à peu le contrôle de leurs propres biens. Au fond, cette crise ne parle pas seulement de loi ou de logement, elle parle de l'avenir de millions de familles en France. Alors dites-moi en commentaire la phrase qui résume votre sentiment après cette vidéo. Nécessaire ou injuste? Je veux vraiment savoir de quel côté vous êtes. Regardez aussi notre vidéo précédente, elle complète parfaitement ce sujet et vous aidera à voir la situation dans son ensemble. Et si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne. Cela ne prend qu'un clic, mais pour nous, c'est un vrai soutien pour continuer à créer des vidéos travaillées, utiles et faites avec beaucoup d'efforts.